Août 2019. Svalbard, Norvège. Le soleil de minuit jette une lumière blafarde sur un paysage d'une blancheur infinie, un désert de glace qui semble s'assis, étiré jusqu'aux confins du monde. C'est ici, dans ce silence assourdissant seulement rompu par le craquement lointain du glacier, qu'une équipe de chercheurs fait une découverte macabre. Une main, parfaitement conservée, émerge de la glace. Les doigts sont crispés, comme s'ils s'agrippaient à un secret enfoui depuis des décennies. La glace, qui a reculé plus vite que jamais cette année-là, révèle non seulement un corps, mais aussi une histoire gelée dans le temps. C'est le début d'une enquête qui va ébranler les fondations du monde scientifique français, en exhumant une vérité que l'on croyait à jamais perdue sous des couches de neige et de mensonges. Près du corps, un autre objet est pris dans la gangue de glace, un carnet d'expédition à la couverture de cuir, à peine abîmé par son long séjour dans le froid polaire. Les pages sont scellées par le gel, mais l'encre à l'intérieur est restée intacte, protégée par le froid extrême qui a stoppé net le passage du temps. Ce journal n'est pas seulement un artefact. Il est le témoin silencieux des événements tragiques, une capsule temporelle contenant les derniers jours, les dernières pensées, et peut-être même la dernière accusation d'un homme disparu il y a 30 ans. Pour les scientifiques présents sur place, ce n'est plus une simple découverte géologique, mais une scène de crime potentiel, préservée avec une perfection glaçante par la nature elle-même, qui attendait son heure pour livrer sa confession. 30 ans plus tôt, en novembre 1989, ce même paysage arctique grouillait de vie et d'ambition. La station Polaris était un avant-poste de l'humanité face aux extrêmes, et le docteur Étienne Dubois en était l'une des figures de proue. Climatologue visionnaire, il était obsédé par la lecture des carottes de glace, convaincu qu'elles contenaient le code pour comprendre l'avenir de la planète. On le voyait souvent, même par des températures extrêmes, consigner méticuleusement ses observations dans ce même carnet de cuir. Il y notait non seulement des données scientifiques, mais aussi ses espoirs, ses doutes, et la tension grandissante au sein de l'aile, équipe, une tension invisible pour le monde extérieur mais palpable dans le confinement de la station. À ses côtés travaillait un jeune chercheur, tout aussi brillant, mais consumé par une ambition féroce, Olivier Delaroche. Leur relation était complexe, un mélange de respect mutuel et de rivalité à peine voilée. Étienne était le mentor, le puriste. Celui pour qui la science primait sur tout. Olivier, lui, était le pragmatique, l'homme pressé, désireux de faire sa marque et de rentrer en France avec des résultats qui changeraient sa carrière à jamais. Cette dynamique, ce choc de philosophie, était le moteur de leur expédition, mais aussi une faille sismique qui menaçait de tout faire s'effondrer. Personne ne se doutait alors que cette tension, confinée dans le huis clos glacé de l'Arctique, allait bientôt atteindre un point de rupture fatal. Puis le bizarre est arrivé. Pas une simple tempête, mais un mur blanc, une force de la nature déchaînée qui a effacé toute distinction entre le ciel et la terre. La visibilité est tombée à zéro en quelques minutes, le vent hurlait comme une bête sauvage et la température a chuté à des niveaux mortels, plongeant la station Polaris dans un chaos total. C'est au cœur de cette tourmente que Étienne Dubois est sorti pour une dernière vérification de ses instruments. Il n'est jamais revenu. L'enquête officielle, menée dans des conditions impossibles et basée principalement sur le témoignage d'un Olivier Delaroche en état de choc, a conclu à une mort accidentelle. Une tragédie certes, mais une tragédie prévisible dans un environnement aussi hostile. L'affaire fut classée. À des milliers de kilomètres de là, à Grenoble, la nouvelle de la découverte de 2019 arrive par un appel téléphonique qui déchire le quotidien de Chloé Dubois. Devenue glaciologue comme son père, elle a passé sa vie à étudier la glace qu'il avait privée de lui à Celle, âge de 10 ans. 30 années de deuil, de questions sans réponse, d'une absence qui a façonné chaque aspect de son existence. Le choc est brutal, violent. L'incertitude qui était devenue une compagne familière, est soudainement remplacée par une réalité concrète et glaciale. Le corps de son père a été retrouvé. Ce n'est plus une histoire, un mythe familial, mais un fait tangible. Le passé, qu'elle pensait solidement enfoui, refait surface avec la force d'un glacier qui vèle dans l'océan. Pendant 3 décennies, Chloé a vécu avec la version officielle des faits. Son père, Étienne Dubois, était un héros de la science, un explorateur courageux qui avait fait le sacrifice ultime pour sa passion, emporté par la fureur imprévisible de l'Arctique. Cette narration, bien que douloureuse, portait en elle une forme de noblesse tragique. Olivier Delaroche, le survivant, avait lui-même contribué à forger cette légende, rendant hommage à son ami et collègue, dans des interviews et lors de conférences.
tout en bâtissant sa propre carrière spectaculaire, sur les fondations de leur recherche commune. Le monde avait accepté cette histoire, et Chloé, malgré une douleur persistante, n'avait aucune raison d'en douter. L'ironie de la situation est cruelle et poétique. C'est le réchauffement climatique, le phénomène même qu'Étienne Dubois cherchait désespérément à comprendre, qui devient l'agent de la vérité. La fonte accélérée des glaces, une catastrophe planétaire, agit ici comme un révélateur, une force de la nature qui ne peut plus garder les secrets des hommes. Le glacier, en se retirant, ne fait pas que modifier un paysage. Il corrige l'histoire. Il rend un corps à sa famille et une vérité au monde, prouvant que rien ne reste éternellement enfoui. La planète elle-même semble crier justice pour le scientifique qui avait tenté de l'avertir. Alors que le corps et le journal sont soigneusement extraits de leur tombe de glace pour être rapatriés, les premiers examens sur place sèment déjà le doute. Un détail, presque anodin, attire l'attention de l'équipe médicale. Une marque à l'arrière du crâne, une dépression osseuse qui ne correspond pas aux blessures typiques d'une chute ou d'une hypothermie. C'est une anomalie, une dissonance dans la symphonie tragique de l'accident. Pour la première fois en 30 ans, une question, aussi froide que le vent arctique, est murmurée. Et si la tempête n'avait été qu'un complice? Et si la mort du docteur? Étienne Dubois n'avait rien eu d'accidentel? La glace avait parlé, et ce était que le début de son terrifiant témoignage. Le téléphone sonna, une stridence métallique qui déchira le silence concentré de son laboratoire à Grenoble. Chloé Dubois sursauta, arrachée à l'analyse complexe d'une carotte glaciaire. Autour d'elle, les congélateurs ronronnaient doucement, gardiens des échantillons de glace venus des 4 coins du monde, chacun porteur d'une histoire millénaire. Elle décrocha d'un geste machinal, l'esprit encore plongé dans les variations de dioxyde de carbone piégées dans son cylindre de glace. « Allô, docteur Dubois ?» dit une voix à l'autre bout du fil, avec un accent nordique prononcé. Était un appel de Norvège. Un appel qui, en quelques secondes, allait faire fondre le sol sous ses pieds, bien plus sûrement que le réchauffement climatique ne faisait fondre les glaciers qu'elle passait sa vie à étudier. Elle ne le savait pas encore, mais le passé venait de la rattraper avec la force d'une avalanche. La voix était calme, officielle, presque clinique. Un inspecteur de la police de Longyearbyen. Il parlait du Svalbard, d'une équipe de recherche, d'un glacier en recul. Les mots flottaient autour de Chloé, des termes familiers de son quotidien professionnel, mais assemblés dans un ordre nouveau et terrifiant. Puis vint la phrase qui fit tout basculer. « Nous avons des raisons de croire que nous avons retrouvé le corps de votre père, le docteur Étienne Dubois. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le hurlement du blizzard qui l'avait emporté 30 ans plus tôt. 30 années d'incertitude, de deuil suspendu, de questions sans réponse, venaient de s'effondrer en un instant. Le mot « retrouvé » résonnait étrangement dans son esprit, un terme à la fois porteur de soulagement et d'une douleur insondable, une finalité à laquelle elle ne était jamais vraiment préparée. Sa main se mit à trembler, le combiné devint soudain lourd, froid, comme un morceau de glace polaire. Elle dut s'appuyer contre la paillasse en acier inoxydable, sentant une vague de froid l'envahir, un froid qui n'avait rien à voir avec la température de son laboratoire. Ses yeux se fixèrent sur un écran d'ordinateur, affichant des graphiques complexes, des lignes colorées représentant des variations de température sur des siècles. Ces données, qui 1 minute auparavant constituaient le centre de son univers, semblaient désormais absurdes, dénuées de sens. Le monde était rétréci aux quelques mots prononcés par cet inconnu. Son père. Un corps. Retrouvé. La glaciologue en elle analysait le phénomène. Un choc émotionnel, provoquant une réaction physiologique. Mais la fille en elle ne ressentait qu'un vide immense, un abîme qui venait de s'ouvrir après 3 décennies de calme apparent. Pendant 30 ans, Étienne Dubois avait été une absence, une silhouette héroïque figée dans une photographie sépia, un nom prestigieux dans les annales de la climatologie. Il était le disparu de l'Arctique, une légende tragique. Mais le mot « retrouvé » changeait tout. Il le dépouillait de son mythe, pour le ramener à une réalité brutale et charnelle. Un corps, conservé par le gel, qui attendait quelque part dans une morgue norvégienne. Ce était plus une histoire qu'on se racontait pour apaiser la douleur, mais un fait concret, scientifique. La glace qui avait été son obsession, puis son tombeau, était devenue son archive. Chloé sentit une nausée monter. Le deuil qu'elle pensait avoir apprivoisé revenait la frapper avec la violence d'une blessure fraîche,
comme si la disparition venait tout juste d'avoir lieu. Nous avons également retrouvé son carnet d'expédition, ajouta l'inspecteur, comme s'il s'agissait d'un détail secondaire. Pour Chloé, ce fut comme un électrochoc. Un carnet. L'objet fétiche de son père, cette extension de sa main et de son esprit, dont il ne se séparait jamais. Elle se souvenait de la couverture en cuir usé, des pages remplies de son écriture serrée, un mélange de données brutes, de croquis et de réflexions personnelles. Soudain l'image d'un corps inerte fut remplacée par une autre, bien plus puissante, celle d'une voix. Une voix préservée du temps. Une conscience piégée dans l'ambre de la glace. Le chagrin se mêla alors à une nouvelle émotion. Une curiosité scientifique intense, presque insoutenable. Ce carnet N n'était pas un simple artefact. C était un témoin. Peut-être le seul témoin de ce qui était réellement passé. Les souvenirs affluèrent, désordonnés et poignants. Elle se revit à 10 ans, sur le quai, agitant la main pour dire au revoir à ce père qui partait pour le Grand Nord. Elle sentit à nouveau sur sa joue le contact rêche de sa barbe, l'odeur de son pull en laine, et du tabac froid. Il lui avait promis de lui rapporter un morceau de glace, vieux comme le monde. Il était revenu, 30 ans plus tard, lui-même prisonnier de cette glace éternelle. La douleur de la petite fille qu'elle avait été, une douleur enfouie sous des années de rationalisation et de travail acharné, refaisait surface. Elle avait suivi ses traces, était devenue glaciologue, pour comprendre le monde qui le lui avait pris, pour maintenir un lien ténu avec lui. Et aujourd'hui ce même monde le lui rendait de la manière la plus cruelle qui soit. La version officielle avait toujours été simple, tragique et noble. Un grand scientifique, surpris par un blizzard d'une violence inouïe, avait péri en héros, victime de sa passion et des forces imprévisibles de la nature. Olivier Delaroche, le survivant, l'unique témoin, avait raconté cette histoire avec une gravité convaincante lors de conférences et d'interviews, cimentant la légende d'Étienne Dubois. Chloé avait grandi avec cette narration. Elle l'avait acceptée, car elle offrait une forme de clôture, une explication supportable à l'insupportable. Mais la découverte d'un corps après si longtemps introduisait une dissonance. Pourquoi maintenant? La glace ne garde pas ses secrets éternellement. Elle le savait mieux que quiconque. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le glacier n'avait pas autre chose à révéler qu'un simple accident. Une question, froide et précise, comme la pointe d'un pic à glace, commença à se former dans son esprit. Et si ce N était pas si simple, 30 ans de mensonges? C était impensable. Olivier Delaroche était devenu une sommité, un ami de la famille qui lui avait envoyé une carte à chaque anniversaire de la mort de son père. Pourtant, une intuition, une méfiance qu'elle n'osait s'avouer, germait en elle. Elle repensa aux dernières lettres de son père, à certaines phrases sibyllines sur les tensions et l'ambition dévorante de son jeune collègue. À elle, époque, ce N était que des mots. Aujourd'hui, éclairé par la lumière blafarde de cette découverte macabre, il prenait une signification nouvelle et inquiétante. Le doute, une fois instillé, commençait son lent travail d'érosion, comme l'eau de fonte s'infiltrant dans les crevasses d'un glacier. L'inspecteur norvégien, sentant peut-être son trouble, ajouta une dernière information avant de conclure. État de conservation est exceptionnel, docteur Dubois. Presque parfait. Cependant, nos médecins légistes sur place ont noté un détail. Une anomalie sur le crâne. Nous devrons attendre l'autopsie complète pour en savoir plus. Une anomalie. Ce mot, si clinique et si vague, fut comme une détonation dans le silence de son esprit. Une anomalie incompatible avec une simple chute dans la neige? Incompatible avec l'hypothermie? La version officielle, ce monolithe de certitude qui avait structuré son deuil pendant 30 ans, venait de se fissurer de manière irréversible. La tempête de 1989 n'avait peut-être été qu'un décor, un complice silencieux dissimulant une vérité bien plus sombre et bien plus humaine. Pour Chloé, la quête de sa vie venait de changer de nature. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre les climats du passé en étudiant la glace. Il s'agissait désormais de déchiffrer un passé bien plus récent, bien plus personnel, en étudiant l'homme qui y était emprisonné. L'ironie était tragique. Le réchauffement climatique, ce phénomène que son père avait cherché à prédire, venait de devenir l'agent de la vérité, le révélateur d'un secret que l'on croyait à jamais scellé. Elle sentit une résolution froide et implacable remplacer le choc et le chagrin. Elle était plus seulement une scientifique étudiant un phénomène. Elle était la fille d'Étienne Dubois, et elle devait savoir.
Elle devait lire ce carnet. Elle devait comprendre la dernière histoire que la glace avait à raconter. « Je prends le premier avion », dit-elle finalement, sa voix étonnamment stable. Le chaos émotionnel S était cristallisé en une certitude unique et absolue. Aller là-bas. Voir de ses propres yeux. Toucher ce carnet. Affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Le laboratoire, les graphiques, les recherches en cours, tout cela pouvait attendre. Pendant 30 ans, elle avait vécu avec l'absence de son père. Aujourd'hui, elle devait faire face à sa présence, à ce qu'il était devenu. Une preuve, une énigme, une accusation silencieuse venue du fond des âges glaciaires. La conversation s'acheva, mais pour Chloé Dubois, une autre, bien plus importante, venait de commencer. Une conversation avec un fantôme, dont les mots l'attendaient, parfaitement conservés, dans un tombeau de glace. Novembre 1989. La station Polaris, un assemblage de modules connectés posés sur l'immensité blanche du Svalbard, était un avant-poste de l'humanité, face à l'inconnu. Ici, le silence N était rompu que par le sifflement du vent et le craquement lointain des glaciers. C était un monde à la fois d'une beauté pure et d'une hostilité absolue, un laboratoire à ciel ouvert où une poignée de scientifiques français tentaient de déchiffrer les secrets climatiques de la Terre. L'air était vif, chargé d'une électricité palpable, celle des grandes découvertes imminentes. Chaque carotte de glace extraite des profondeurs était une page d'histoire, un message venu d'un passé lointain. L'isolement était total, la pression immense, et dans ce creuset de glace, les ambitions et les caractères étaient mis à nu, pour le meilleur comme pour le pire. Au cœur de cette expédition se trouvait le docteur Étienne Dubois, un climatologue d'une 50aine d'années, dont la passion pour la glace confinait à l'obsession. Il n'était pas un simple chercheur, il était un visionnaire, un homme qui lisait dans les strates de glace comme d'autres lisent dans un livre ouvert. Chaque bulle d'air piégée était pour lui une lettre, chaque variation de densité une phrase. On le voyait souvent, même par des températures extrêmes, consigner méticuleusement ses observations dans un carnet à la couverture de cuir usé, un objet qui ne le quittait jamais. Pour Étienne, la science était une quête de vérité quasi spirituelle, une responsabilité envers l'avenir de la planète. Il était le mentor, elle, âme de la mission, respecté pour son intégrité autant que pour son génie. À ses côtés, une étoile montante de la recherche française, Olivier de la Roche, plus jeune, plus fougueux, et consumé par une ambition féroce. Olivier possédait une intelligence tout aussi vive que celle d'Étienne, mais elle était orientée différemment. Là où Étienne voyait la science comme une fin en soi, Olivier la voyait comme un moyen d'acquérir la renommée, le prestige, et de s'extraire de l'ombre de ses aînés. Il était pragmatique, efficace, et parfois impatient face à la prudence méticuleuse de son mentor. Il voulait des résultats, et vite. L'Arctique, n'était pas pour lui un sanctuaire, mais un tremplin. Cette soif de reconnaissance, bien que moteur de son excellence, était aussi une faille, une impatience, qui le rendait prêt à prendre des raccourcis qu'Étienne jugeait impensables. Leur relation était un équilibre précaire, entre respect mutuel et rivalité latente. Étienne admirait l'énergie et la rapidité d'esprit d'Olivier, voyant en lui un successeur potentiel, à condition qu'il parvienne à canaliser son ambition. Olivier, de son côté, ne pouvait nier le génie de son aîné et la profondeur de ses connaissances. Cependant, cette admiration était teintée d'une frustration grandissante. Il percevait la méthode rigoureuse d'Étienne comme une lenteur, un frein à la publication qui pourrait changer leur vie. Dans le huis clos de la station, leur débat scientifique devenait de plus en plus tendu. Des chocs de philosophie où la quête de la vérité absolue se heurtait au désir de la gloire immédiate. Deux forces tectoniques, convergeant lentement vers un point de rupture inévitable. Le carnet de cuir, d'Étienne, était le témoin silencieux de cette tension croissante. Sur ces pages quadrillées, à côté des colonnes de données sur la composition isotopique et des croquis de formation cristalline, Étienne notait ses réflexions personnelles. Des phrases courtes, presque codées, évoquaient ses doutes. Étienne veut publier trop vite. Les données ne sont pas consolidées, pouvait-on lire à une date. Ou encore, dispute sur le protocole. Son impatience me préoccupe. Il confond vitesse et précipitation. Ce journal était pas seulement un registre scientifique, était la boîte noire de leur expédition, le réceptacle des frustrations d'un homme qui sentait que l'âge éthique de leur mission était menacé de l'intérieur par une ambition qu'il ne parvenait plus à contenir.
L'atmosphère au sein de la station Polaris S était alourdie au fil des semaines. Le confinement, la lumière polaire qui jouait avec les nerfs et la promiscuité, exacerbait les tensions. Les autres membres de l'aile, équipe, bien que concentrés sur leurs propres tâches, sentaient la friction entre les deux hommes. Les silences pendant les repas étaient devenus plus pesants, les regards plus insistants. Une dispute, plus forte que les autres, avait éclaté une nuit dans le laboratoire principal. Des éclats de voix avaient filtré à travers les cloisons, parlant de rigueur scientifique et d'opportunisme. C était plus qu'un simple désaccord. C était le symptôme d'une fracture profonde, la manifestation d'un conflit qui dépassait le cadre de la science, pour devenir personnel et irréconciliable. L'enjeu de leur recherche était colossal. Étienne et Olivier étaient sur le point de valider une théorie révolutionnaire, qu'ils avaient baptisée le code des glaces. Ils avaient découvert un marqueur dans les carottes glaciaires qui permettait de prédire les changements climatiques brutaux avec une précision jamais atteinte. C était le saint graal de la climatologie, une découverte digne d'un prix Nobel, capable de changer la face du monde et la carrière de ses auteurs. Cette proximité avec une découverte historique ne faisait qu'attiser les flammes de leur conflit. Pour Étienne, cela exigeait une prudence et une vérification encore plus grandes. Pour Olivier, cela représentait une opportunité unique qu'il ne fallait laisser passer sous aucun prétexte, quitte à brûler quelques étapes. Alors que le mois de novembre touchait à sa fin, la nuit polaire s'installait pour de bon, plongeant le paysage dans une obscurité quasi permanente. Le temps se dégradait rapidement, le vent se faisait plus mordant, annonçant l'arrivée des tempêtes hivernales. La tension à l'intérieur de la station semblait faire écho à la menace grandissante du monde extérieur. L'expédition entrait dans sa phase la plus critique. Les dernières données cruciales devaient être collectées avant que l'hiver ne rende toute sortie impossible. C était dans ce climat de haute tension scientifique et de conflits personnels latents que la nature s'apprêtait à déchaîner sa fureur, offrant un décor parfait pour qu'une tragédie humaine se joue, loin de tous les regards. Le point de friction le plus saillant entre les deux hommes concernait une carotte de glace particulièrement profonde, extraite à un coût et un effort considérables. Étienne y avait décelé une anomalie, une fine strate de cendres volcaniques, qui, selon lui, faussait l'interprétation des données sur plus d'un siècle. Il insistait pour recalibrer tout le modèle, un processus qui prendrait des semaines. Pour Olivier, C était une hérésie, une perte de temps inacceptable. Il voyait cette anomalie comme un détail négligeable, une variable que l'on pouvait lisser statistiquement. Il accusa Étienne de perfectionnisme paralysant, arguant qu'une équipe américaine était sur le point de publier des résultats similaires. Leur débat N était plus seulement scientifique. C était un affrontement entre l'intégrité absolue et l'opportunisme, entre la patience de la découverte et la fin de la reconnaissance. La vérité, pour Olivier, pouvait bien s'accommoder de quelques arrangements. Parmi les membres de l'expédition, la géologue Hélène Moreau était peut-être la plus observatrice. Femme de peu de mots, elle avait l'habitude de lire les strates de la roche, et elle lisait les hommes avec la même acuité. Elle voyait la camaraderie forcée, les sourires qui ne montaient pas jusqu'aux yeux. Elle surprenait les regards lourds de reproches qu'Olivier lançait dans le dos d'Étienne, et notait la fatigue croissante qui marquait les traits du climatologue. Elle n'intervenait jamais, connaissant le caractère inflammable des deux hommes, mais elle consignait mentalement chaque fissure dans leur relation professionnelle. Elle sentait que la pression de l'isolement et de l'enjeu colossal de leur découverte transformait une rivalité saine en une animosité dangereuse. Elle se souviendrait plus tard de cette tension comme d'un grondement sourd, le prélude sismique à la catastrophe qui allait suivre, bien avant que le vent ne commence à hurler. L'environnement lui-même devenait un antagoniste. La nuit polaire, qui avait commencé en novembre, avait effacé l'horizon et toute notion de temps. Le soleil N était plus qu'un lointain souvenir, une vague lueur bleutée à midi. À l'intérieur de la station, le cycle de 24 heures était artificiel, maintenu par des lampes UV et une discipline de fer. Mais les corps et les esprits se déréglaient. L'isolement total, à des centaines de kilomètres de toute civilisation, commençait à peser. Les mêmes visages, les mêmes conversations, les mêmes couloirs étroits. Chaque petit agacement personnel était amplifié 1000 fois par la promiscuité et le silence oppressant du dehors. La station Polaris, conçue comme un havre de science, se transformait lentement en une cellule psychologique, un huis clos, où les démons intérieurs avaient autant de place pour grandir que la glace à l'extérieur. Pour comprendre l'impatience d'Olivier, il fallait connaître son histoire. Issu d'un milieu modeste de Clermont-Ferrand,
Il avait lutté toute sa vie pour s'imposer dans le monde élitiste de la recherche française. Chaque diplôme, chaque publication était une victoire contre un déterminisme social qui l'exécrait. L'expédition Polaris N n'était pas pour lui une simple mission scientifique. Était le couronnement de son ascension, le coup d'éclat qui le ferait entrer par la grande porte à l'Académie des sciences, et lui garantirait un prestige que ni l'argent ni les relations ne pouvaient acheter. Cette soif de reconnaissance était son carburant, mais aussi son poison. Cela le rendait brillant, infatigable, mais aussi prêt à tout pour ne pas laisser passer ce qu'il considérait comme l'unique chance de sa vie, quitte à bousculer cordes, éthique, et les hommes qui se trouvaient sur son chemin. Le carnet de cuir Étienne, était devenu un symbole de leur division. Était bien plus qu'un simple journal de bord, était le sanctuaire de sa pensée, un espace où les données brutes côtoyaient ses doutes les plus intimes, et ses observations sur la dynamique de équipe. Un soir, dans le laboratoire commun, Olivier, sous prétexte de chercher une référence, tenta de jeter un œil par-dessus l'aile, épaule Étienne qui écrivait. Sans un mot, Étienne referma doucement le carnet. Le geste était pas hostile, mais il était d'une fermeté absolue. Il traçait une ligne infranchissable entre sa science, qu'il partageait volontiers, et son âme, qu'il gardait pour lui. Pour Olivier, ce simple geste fut perçu comme un affront, une marque de méfiance qui confirmait son sentiment d'être traité comme un subalterne, et non comme un égal. Le carnet était devenu le coffre-fort d'une vérité qu'il ne devait pas connaître. À l'inverse d'Olivier qui fuyait son passé, Étienne était profondément ancré dans sa vie personnelle. Chaque semaine, il attendait avec une impatience presque enfantine, le message radio, qui lui transmettait des nouvelles de sa famille. Il conservait précieusement dans sa couchette une photo de sa femme et de sa fille, Chloé, alors âgée de 10 ans. Il lui écrivait de longues lettres, tentant de lui expliquer la magie des aurores boréales, et le secret des bulles d'air emprisonnées dans la glace depuis des millénaires. Il lui avait promis de lui rapporter un petit cube de glace du Pléistocène, un morceau du temps où les mammouths marchaient sur la terre. Cette connexion avec sa famille était son ancre, ce qui le ramenait à l'essentiel, et donnait un sens humain à sa quête scientifique abstraite. Était pour l'avenir de Chloé, qu'il cherchait à décoder le climat. Fin novembre, les bulletins météorologiques devinrent de plus en plus alarmants. Les instruments de la station enregistraient une chute de pression barométrique d'une rapidité inédite. Les opérateurs radio de Longyearbyen parlaient d'une dépression polaire, un blizzard du siècle, qui se formait au-dessus du Groenland, et fonçait droit sur l'archipel du Svalbard. On annonçait des vents de force ouragan et une visibilité nulle pendant au moins 48 heures. L'ordre fut donné de sécuriser tout le matériel extérieur et de se préparer à un confinement total. Cette menace imminente agit comme un accélérateur de tension. Il restait une dernière série de mesures à collecter sur des capteurs éloignés, des données cruciales pour valider l'hypothèse d'Étienne. Sortir était risqué, mais attendre signifiait potentiellement perdre des informations irremplaçables. La nature s'apprêtait à imposer son propre ultimatum. La veille de la tempête, l'air dans la station était électrique, saturé de non-dits. Le dîner se déroula dans un silence quasi total, chacun perdu dans ses pensées, conscient de l'échéance qui approchait. Étienne et Olivier évitèrent du regard, mais leur conflit flottait entre eux, plus dense que le brouillard givrant qui commençait à lécher les hublots. La décision fut finalement prise. Une dernière sortie serait tentée à l'aube, pour récupérer les données des capteurs avant que le blizzard ne frappe. Était une mission critique, et ils savaient tous les deux qu'ils devaient la mener ensemble. Était leur dernière chance de collaborer, ou leur dernière occasion de s'affronter. Alors qu'ils préparaient leur équipement dans le SAS de sortie, personne ne pouvait deviner que pour l'un d'eux, ce serait un voyage sans retour. Le vol pour Tromsø fut un purgatoire de turbulences et de pensées glaciales. Chloé Dubois arriva dans la ville portuaire arctique, sous un ciel bas et gris qui semblait peser sur le monde. L'inspecteur Sven Johansen l'attendait, un homme dont le visage buriné par le froid semblait aussi ancien que les montagnes environnantes. Il la conduisit sans un mot superflu à l'Institut médico-légal, un bâtiment moderne et austère dont la propreté clinique contrastait violemment avec la nature sauvage du drame. Dans une salle d'observation aux murs blancs, séparée par une vitre épaisse, reposait un sac mortuaire. Chloé sentit le sol se dérober. 30 ans d'absence étaient contenus dans cette forme inerte. Elle était plus une scientifique analysant un phénomène. Elle était une fille sur le point d'affronter la présence tangible et irréfutable de son père mort, un fantôme rendu à la chair par la cruauté du temps. Nous avons les résultats préliminaires de l'autopsie,
commença Johansen d'une voix neutre, lui tendant un dossier. La cause principale du décès est bien l'hypothermie, comme le rapport de 1989 le suggérait. Cependant, ce n'est pas toute l'histoire. Il pointa une ligne sur le document. Le médecin légiste a découvert un traumatisme crânien contondant, localisé sur l'os occipital. Une fracture en étoile, nette et précise. Le rapport est formel. Cette blessure est incompatible avec une chute accidentelle dans la neige ou contre un rocher lors d'un blizzard. L'impact était direct, ciblé et asséné par un objet lourd. Techniquement, docteur, Dubois était déjà neutralisé ou inconscient avant que le froid ne le tue. L'affaire, officiellement, venait de changer de nature. Le mot « accident » s'effaçait pour laisser place à une hypothèse bien plus terrible. Homicide. Les mots de l'inspecteur, froids et factuels, résonnèrent dans l'esprit de Chloé avec la force d'une détonation. Traumatisme crânien. Un coup. Son père n'avait pas été simplement vaincu par la nature. Quelqu'un l'avait frappé. Cette révélation changea tout. La noble tragédie du scientifique emporté par sa passion, se muait en une sordide agression. Un acte de violence humaine, dissimulé sous un linceul de neige et de vent. La douleur du deuil, si familière, fut soudainement supplantée par une émotion nouvelle. Une colère froide et tranchante comme un éclat de glace. 30 ans de mensonges. 30 ans où un meurtrier avait pu vivre, construire sa carrière, et même lui présenter ses condoléances, tandis que la vérité était prisonnière du permafrost. Le visage d'Olivier de la Roche s'imposa à son esprit, non plus comme celui du survivant héroïque, mais comme celui d'un suspect. Après avoir quitté la morgue, Johansen l'amena dans une salle de preuve. Sur une table en métal, sous une lumière crue, reposait le carnet. Il était là, exactement comme dans ses souvenirs d'enfant. La couverture en cuir brun, raidie et déformée par des décennies de congélation, portait encore les cicatrices de son long séjour dans la glace. L'objet semblait irradier une aura de solennité, un silence profond. C était plus qu'un simple artefact. C était une relique, une capsule temporelle qui avait survécu à son propriétaire. Chloé tendit une main tremblante, n'osant à peine l'effleurer. À l'intérieur de ces pages scellées par le gel, se trouvaient les derniers jours de son père, ses dernières pensées, et peut-être, la clé de sa mort. Pour la première fois depuis l'appel téléphonique, l'espoir se mêlait à son chagrin, l'espoir féroce, de faire parler ce témoin silencieux. Elle, état de conservation est miraculeux, expliqua Johansen en enfilant des gants en latex. Nos techniciens ont commencé le processus de lyophilisation pour le sécher sans endommager le papier. La plupart des pages sont lisibles. Il ouvrit délicatement le carnet à l'aide d'une pince. Elle, écriture D, Étienne apparut, serrée, précise, encore parfaitement noire sur le papier jauni. Mais en arrivant vers la fin, le constat devint plus sombre. Les dernières pages ont été plus exposées à l'eau de fonte lors de la découverte. L'encre a bavé. Et la toute dernière inscription, elle est presque entièrement illisible. Il lui montra la page. Une tache sombre, un chaos de fibres et de pigments, où l'on ne distinguait que quelques fragments de lettres. La réponse était là, à portée de main, mais rendue muette par le temps. La frustration était insupportable, un dernier tourment infligé par le destin. Mais l'enquête moderne disposait d'outils que l'Arctique ne pouvait vaincre. Le carnet fut envoyé à une unité spécialisée de la police scientifique à Oslo. Pendant plusieurs jours, Chloé et Johansen attendirent, suspendus au verdict de la technologie. Les experts utilisèrent l'imagerie multispectrale, bombardant la page endommagée de différentes longueurs d'onde de lumière, de l'infrarouge à l'ultraviolet. Chaque type d'encre, chaque résidu chimique réagit différemment, révélant des traces invisibles à œil nu. Lentement, sur les écrans d'ordinateur, des fantômes de lettres commencèrent à réapparaître, se superposant, se clarifiant. Était un processus minutieux, une archéologie de la vérité, où les scientifiques exhumaient des mots, comme on exhume des fossiles. Chaque nouvelle lettre qui se formait à écran était une victoire contre le mensonge, une syllabe arrachée au silence. Le coup de téléphone d'Oslo arriva tard dans la soirée. Johansen mit le haut-parleur. La voix du technicien était calme, mais empreinte de la satisfaction d'une percée majeure. Nous avons réussi à reconstituer une phrase quasi complète. C'est la dernière chose qu'il a écrite, les mots sont espacés, écriture est erratique, comme s'il luttait pour tenir le stylo. Un silence se fit, puis le technicien lut la phrase, lentement, distinctement. De la Roche m'a abandonné. Il a pris les carottes de glace. Mes recherches. Ma vie, trahison. Le mot final, trahison,
résonna dans la pièce comme un coup de feu. Ce N était plus une hypothèse, une intuition. C était une accusation directe, écrite de la main mourante de son père. La voix d'un mort venait de traverser 30 ans de glace pour désigner son assassin. Pour Chloé, tout bascula. Le doute N était plus permis. L'autopsie avait révélé le comment. Un coup violent. Le journal venait de livrer le qui et le pourquoi. Olivier Delaroche, pour voler ses recherches. Le puzzle macabre était assemblé. La narration de l'accident héroïque, N, était qu'une fable, une couverture cynique pour le plus abject des crimes, celui commis par ambition et par cupidité. Une certitude glaciale s'empara d'elle, chassant le chagrin pour laisser place à une détermination sans faille. Elle ne repartirait pas de Norvège avant que justice ne soit faite. Elle devait non seulement laver l'honneur de son père, mais aussi réattribuer l'héritage scientifique qui lui avait été volé. L'enquête N était plus seulement celle de la police norvégienne. Elle était devenue sa quête, sa raison d'être. La trahison avait un nom, et Chloé allait le faire connaître au monde entier. La parole trahison flottait dans le silence glacial du bureau de l'inspecteur, lourde et irrévocable. Pour Chloé, ce ne fut pas une simple révélation, mais une déflagration qui restructura 30 années de deuil en une fraction de seconde. La tristesse diffuse qui l'avait accompagnée toute sa vie se cristallisa en une rage froide, une clarté brutale et absolue. Son père n'avait pas été une victime des éléments, mais la cible d'une ambition meurtrière. Chaque hommage rendu par Olivier Delaroche, chaque mot de réconfort offert au fil des ans, se révélait maintenant être une performance macabre, le masque d'un assassin dissimulant son crime derrière une façade de compassion. Le carnet de cuir, N, était plus un simple souvenir. Il était devenu une déclaration de guerre, le premier coup porté depuis la tombe, par un homme qui refusait de rester silencieux. La quête de vérité scientifique se muait en une quête de justice implacable. L'inspecteur Johansen, bien que visiblement ébranlé par la force de l'accusation, reprit rapidement son sang-froid de policier. Il savait que les mots d'un homme mort, aussi poignants soient-ils, ne suffiraient pas à faire condamner une personnalité aussi influente qu'Olivier Delaroche. Il fallait des preuves tangibles, des faits capables de corroborer cette dernière confession désespérée. C'est une piste très sérieuse, dit-il d'une voix posée, mais nous avons besoin de plus. Nous devons déconstruire la version officielle de 1989, brique par brique. Sa première action fut de lancer une requête officielle pour exhumer le dossier d'enquête original, archivé à Longyearbyen. Il espérait trouver des failles, des contradictions dans le témoignage initial de Delaroche, des détails qui, à l'époque, avaient pu sembler insignifiants mais qui, éclairés par cette nouvelle révélation, prendraient un tout autre sens. La chasse aux fantômes du passé était officiellement ouverte. Pendant que Johansen s'attaquait à la bureaucratie policière, Chloé suivait une autre piste, une piste qui lui était propre. En tant que glaciologue, elle savait que la plus grande trahison N était pas seulement la mort de son père, mais le vol de son œuvre, de l'héritage de toute une vie. La vérité, elle en était convaincue, ne se trouvait pas seulement dans les archives de la police, mais aussi dans les archives de la science. De retour à son hôtel, elle transforma sa chambre en un centre de recherche improvisé. Avec son ordinateur portable, elle accéda aux bases de données scientifiques et téléchargea toutes les publications d'Olivier Delaroche, datant du début des années 90, en particulier son article fondateur de 1991, Le Code des glaces. Elle allait disséquer cette publication, la comparer ligne par ligne, donnée par donnée, avec les notes méticuleuses contenues dans le reste du journal de son père. Quelques jours plus tard, Johansen reçut le dossier de 1989. C était un document mince, presque dérisoire au vu de la tragédie qu'il était censé documenter. Les pages jaunies par le temps contenaient des rapports tapés à la machine, quelques photographies granuleuses de la station Polaris battue par les vents, et, surtout, la transcription de l'interrogatoire d'Olivier Delaroche. Le récit du jeune chercheur était un modèle de narration tragique. Il décrivait un Étienne Dubois obstiné, presque imprudent, insistant pour sortir vérifier un capteur malgré les avertissements de tempête. Il racontait comment il avait tenté de le retenir, puis comment le blizzard S était levé en quelques secondes, transformant le monde en un mur blanc impénétrable. Son témoignage, empreint de choc et de chagrin, avait à l'ételle, époque semblé parfaitement crédible, celui d'un survivant traumatisé pleurant son mentor. En relisant le témoignage pour la 4e fois, un détail, une précision apparemment anodine, attira l'œil de Johansen. Delaroche avait spécifié le type d'équipement que Étienne était parti vérifier. Un capteur sismique expérimental placé à 2 km du camp, et son enregistreur de données.
Il avait ensuite ajouté que le blizzard avait été si violent que tout le matériel, le capteur comme l'enregistreur, a dû être arraché et enseveli sous des mètres de neige, perdu à jamais. Cette précision semblait superflue. Pourquoi insister sur la perte de l'enregistreur de données? Dans le chaos d'une telle tempête, la perte de matériel était une évidence. Pour Johansen, cette insistance sonnait faux, comme une tentative de clore prématurément une porte, de s'assurer que personne ne songerait jamais à chercher ces données prétendument disparues. Était la première fissure dans le monolithe du mensonge. Au même moment, à des centaines de kilomètres de là, Chloé faisait une découverte qui allait faire voler en éclats la version officielle. Plongée dans l'analyse de Le Code des glaces, elle comparait les graphiques de la publication avec les relevés manuscrits de son père. Soudain, son cœur s'arrêta. Une série de données sismiques, présentées par Delaroche comme la clé de voûte de sa théorie, correspondait parfaitement à une signature unique qu'elle reconnut. Était le type de données que seul un capteur spécifique, calibré personnellement par son père avec un algorithme de sa création, pouvait générer. Et selon le journal D, Étienne, cet unique capteur était précisément celui qui se trouvait à 2 km du camp. Les données que Delaroche prétendait avoir analysées après son retour en France ne pouvaient provenir que de l'enregistreur qu'il avait lui-même déclaré perdu à jamais dans la tempête. Le puzzle macabre s'assemblait avec une clarté terrifiante. Chloé appela immédiatement Johansen, sa voix un mélange de triomphe et d'horreur contenue. Elle lui expliqua sa découverte. La preuve scientifique irréfutable. L'enregistreur n'avait jamais été perdu. Olivier Delaroche l'avait récupéré. Il avait laissé Étienne mourir dans le blizzard, ou l'avait aidé à mourir, pour s'emparer du fruit de ses recherches. Le vol N était plus une simple accusation posthume, était un fait scientifiquement démontrable, publié et célébré par le monde entier. Le mensonge de 1989, conçu pour couvrir un meurtre, était désormais trahi par la publication même qui avait bâti la gloire de son auteur. La plus grande réussite d'Olivier Delaroche était sur le point de devenir sa plus grande chute. Avec cette convergence de preuves, l'enquête entrait dans une nouvelle phase, bien plus dangereuse. Ils avaient maintenant un mobile solide, une incohérence factuelle dans le témoignage original, et une preuve scientifique liant le vol au mensonge. Mais Olivier Delaroche N était plus le jeune chercheur isolé de 1989. Il était une icône, un membre de l'Académie des sciences, un homme décoré de la Légion d'honneur, protégé par un réseau d'influence et une armée d'avocats. L'inspecteur Johansen le savait. S'attaquer à un tel homme nécessitait plus qu'une simple conviction. Il leur fallait une stratégie, car ils n'allaient pas simplement interroger un suspect. Ils allaient devoir déclarer la guerre à une institution. La vérité avait été exhumée de la glace, mais l'affaire éclatée au grand jour serait une bataille contre un adversaire bien plus redoutable. La stratégie de Chloé et de l'inspecteur Johansen se cristallisa dans le silence feutré du bureau de Tromsø. Ils possédaient désormais un mobile clair, une preuve matérielle irréfutable et une confession posthume. Le vol des recherches, motivé par une ambition dévorante, était le cœur de la tragédie. La blessure à la tête était l'acte de violence qui l'avait permis, et le blizzard n'avait été que l'arme du crime par procuration, un complice naturel et parfait. Mais il savait que s'attaquer à Olivier Delaroche, une figure quasi intouchable du panthéon scientifique français, nécessitait plus qu'une simple accumulation de preuves. Il fallait anticiper sa riposte, car un homme qui avait bâti un empire sur un mensonge n'allait pas le laisser s'effondrer sans mener une guerre totale. La première étape était de le contacter, de le forcer à sortir de l'ombre de sa propre légende. Le premier contact officiel Fut un appel téléphonique qui traversa la mer de Norvège pour atteindre un luxueux bureau parisien surplombant la Seine. L'inspecteur Johansen, avec Chloé à ses côtés écoutant sur haut-parleur, présenta les faits de manière neutre et procédurale, évoquant la découverte du corps et la réouverture de l'enquête. À l'autre bout du fil, la voix d'Olivier Delaroche était un mélange de soie et d'acier. Il joua la surprise, et elle, émotion avec une perfection théâtrale, parlant Étienne comme d'un frère perdu, d'une tragédie qui le hantait encore. Mais lorsque Johansen mentionna le carnet et les incohérences entre le rapport d'autopsie et la version de 1989, le ton changea. Un froid polaire s'installa. « Je ne répondrai à aucune autre question sans la présence de mon avocat », déclara-t-il, avant de mettre fin à la communication. La porte venait de se fermer violemment. La riposte ne se fit pas attendre. Moins de 24 heures plus tard, une mise en demeure formelle, rédigée par un des plus grands cabinets d'avocats de Paris, arriva par courrier électronique sécurisé. Le document, d'un ton glacial et menaçant,
interdisait à la police norvégienne tout contact direct avec leurs clients. Il invoquait la prescription pour les faits allégués, et qualifiait l'enquête de tentative de diffamation fondée sur des artefacts douteux et des interprétations sensationnalistes. Surtout, les avocats bloquaient officiellement l'accès aux archives personnelles d'Olivier Delaroche, y compris ses notes et registres de l'expédition de 1989, arguant du secret professionnel et de la protection de la propriété intellectuelle. Le message était clair. La forteresse de la Roche était imprenable, et toute tentative d'assaut se heurterait à un mur juridique infranchissable. Grâce à ce mur, Chloé et Johansen comprirent qu'ils devaient trouver une autre brèche. La science et la médecine légale les avaient menés jusqu'ici, mais pour briser l'armure de Delaroche, il leur fallait une voix humaine, un témoin du passé, capable de corroborer la tension et l'animosité décrites dans le journal dit Étienne. En épluchant la liste des membres de l'expédition Polaris, un nom retint leur attention. Hélène Moreau, la géologue. Elle était la seule autre scientifique présente dans la station durant les dernières semaines critiques, la seule personne à avoir partagé le quotidien confiné des deux hommes. La retrouver après 30 ans était un défi, une recherche d'aiguille dans une botte de foin. Mais elle représentait leur meilleur, et peut-être leur unique, espoir de donner vie aux accusations silencieuses écrites sur le papier gelé. Après plusieurs jours de recherche administrative, ils la localisèrent. Hélène Moreau vivait retirée dans un petit village des Cévennes, loin du monde académique et de ses intrigues. Chloé décida de s'y rendre en personne, sentant qu'une approche officielle risquerait de la faire fuir. Elle trouva une femme aux cheveux gris, le visage marqué par le temps, mais les yeux encore vifs et perçants d'une scientifique habituée à observer les détails. Hélène fut d'abord méfiante, presque hostile. Le nom de la station Polaris était une porte qu'elle avait scellée il y a bien longtemps, une période de sa vie qu'elle avait délibérément choisi d'oublier. Elle, évocation des noms Étienne Dubois et d'Olivier Delaroche, fit passer une ombre sur son visage, le souvenir d'un froid qui, était pas seulement météorologique, mais profondément humain. Chloé lui montra une copie de la dernière page du carnet de son père. En voyant écriture Étienne, et en lisant le mot trahison, Hélène sembla vaciller. Le poids du silence qu'elle portait depuis 3 décennies devint soudain trop lourd. Elle invita Chloé à s'asseoir dans son jardin envahi par les herbes sauvages, et, pour la première fois, elle parla. Sa voix était basse, hésitante au début, puis plus assurée. Elle raconta l'atmosphère toxique des derniers jours, la rivalité qui avait muté en une haine sourde. Elle décrivit la frustration d'Étienne face à la volonté d'Olivier de couper les coins, de négliger des anomalies dans les données pour publier plus vite. Elle se souvenait de la façon dont Olivier parlait d'Étienne dans son dos, avec un mélange de mépris pour sa lenteur, et de jalousie pour son génie. Puis vint le témoignage crucial. La nuit précédant la tempête, Hélène n'arrivait pas à dormir. Elle était passée près du laboratoire et avait entendu des éclats de voix. Étaient Étienne et Olivier, engagés dans une dispute d'une violence inouïe. Olivier criait qu'Étienne allait tout gâcher, avec son perfectionnisme obsessionnel, qu'une équipe américaine était sur le point de les doubler. Étienne avait répliqué d'une voix calme, mais glaciale, que la vérité scientifique était pas négociable, et qu'il ne laisserait jamais son nom être associé à des recherches bâclées. Hélène se souvenait distinctement de la dernière phrase d'Olivier, hurlée dans un souffle de rage. « Tu ne te mettras pas en travers de mon chemin, Étienne. » Personne ne le fera. Le lendemain matin, Étienne Dubois disparaissait dans le blizzard. Pendant que Chloé recueillait ce témoignage capital, Olivier Delaroche lançait sa contre-offensive médiatique. Un long article, presque une tribune, parut dans le prestigieux journal astérisque Le Monde astérisque. Intitulé « La tragédie du Svalbard, 30 ans après, l'hommage d'un survivant », le texte était un chef œuvre de manipulation. Delaroche y rendait un hommage vibrant à son mentor et ami, Étienne Dubois, le décrivant comme un génie visionnaire, mais aussi comme un homme tourmenté par ses démons, poussé à des extrêmes, par sa passion dévorante. Il laissait entendre, avec une fausse pudeur, qu'Étienne avait pris des risques insensés ce jour-là, peut-être dans un état de fatigue mentale avancée, et qu'il avait lui-même tenté en vain de le raisonner. Il se peignait en témoin impuissant d'un quasi-suicide par imprudence. L'impact de l'article fut immédiat et dévastateur. Il installa un contre-récit puissant dans l'opinion publique et dans la communauté scientifique. La version d'un accident tragique, causé par un homme brillant mais instable, semblait soudainement plus plausible pour beaucoup que celle d'un meurtre sordide. Chloé commença à recevoir des messages anonymes, l'accusant de salir la mémoire de son propre père, pour une quête de vengeance personnelle. Des collègues de son laboratoire à Grenoble prirent leur distance,
mal à l'aise à l'idée d'être associée à ce qui ressemblait de plus en plus à un scandale. La pression sur elle devint immense. Olivier Delaroche ne se contentait pas de se défendre. Il retournait l'accusation, transformant la victime en coupable, et la quête de justice de Chloé, en un acte de profanation. L'escalade atteignit un niveau supérieur lorsque l'inspecteur Johansen reçut un appel de l'ambassade de France à Oslo. Était un entretien informel, une demande de clarification, sur l'enquête visant un citoyen français décoré de la Légion d'honneur. Le message diplomatique, bien que formulé avec une extrême politesse, était sans équivoque. L'affaire dérangeait en haut lieu. Le système se mettait en branle pour protéger l'un de ses membres les plus éminents. L'enquête N était plus une simple affaire criminelle norvégienne. Elle devenait une question politique sensible, une source potentielle de tensions diplomatiques. Lantan comprit qu'il ne luttait pas seulement contre un homme, mais contre l'influence et le pouvoir que cet homme avait accumulé pendant 30 ans de mensonges et de succès. Pourtant, malgré la campagne de dénigrement et les pressions politiques, le témoignage d'Hélène Moreau avait tout changé. Il fournissait le contexte humain qui manquait aux preuves scientifiques, le mobile psychologique derrière l'acte. Il confirmait que la nuit avant la disparition, le conflit entre les deux hommes avait atteint un point de rupture, un niveau de menace verbale qui rendait la violence physique crédible. Pour Johansen et Chloé, était la pièce manquante du puzzle. Forts de cette nouvelle arme, ils décidèrent d'ignorer les avertissements et de passer à étape suivante. Johansen lança une procédure officielle de demande de commission rogatoire internationale, la seule voie légale pour forcer Olivier Delaroche à se soumettre à un interrogatoire formel en France. La bataille juridique et médiatique allait pouvoir commencer. La demande de commission rogatoire internationale, lancée par l'inspecteur Johansen, se heurta immédiatement à un mur de silence bureaucratique. Le document, qui aurait dû être traité comme une procédure standard entre pays européens, s'enlisa dans les méandres de la diplomatie. Des demandes de clarification supplémentaires arrivaient de Paris, formulées dans un jargon juridique conçu pour retarder et décourager. Il devint évident qu'Olivier Delaroche n'était pas un simple citoyen, il était un actif national, un symbole de l'excellence scientifique française, que État n'était pas prêt à sacrifier sur l'autel d'une vieille affaire criminelle norvégienne. Chaque jour qui passait sans réponse était une victoire pour lui, un message clair envoyé à Chloé et Johansen. La machine étatique, était mise en marche pour protéger l'un des siens, et leur quête de justice était désormais considérée comme une nuisance diplomatique. La vérité avait un prix, et il semblait que les instances officielles n'étaient pas disposées à le payer. Pendant ce temps, Olivier Delaroche, loin de rester passif, organisa un contre-feu médiatique d'une efficacité redoutable. Il n'attendit pas d'être accusé. Il prit les devants. Dans une interview exclusive accordée à une grande chaîne de télévision française, il apparut le visage grave, l'air accablé, mais digne. Il ne nia pas la réouverture de l'enquête, mais la reformula habilement. Ce était plus une investigation sur un meurtre potentiel, mais une exploitation cruelle d'une tragédie ancienne par des personnes mal intentionnées. Il parla de Chloé non pas comme d'une fille en quête de vérité, mais comme d'une femme fragile, encore traumatisée, dont le chagrin est manipulé. Il se positionna en victime, l'ami loyal dont la réputation était salie, et transforma l'enquête en une attaque non pas contre lui, mais contre l'intégrité de la science française elle-même, qu'il prétendait incarner. L'impact sur Chloé fut dévastateur. Elle devint une véritable paria dans son propre milieu. Les couloirs de son laboratoire à Grenoble, autrefois un lieu de collaboration et de respect, se remplirent de chuchotements et de regards fuyants. Certains collègues, influencés par la campagne médiatique de Delaroche, la voyaient comme une obsessionnelle, prête à détruire une icône nationale, sur la base de vieux papiers. D'autres, plus lâches, craignaient simplement que leur association avec elle ne nuise à leur propre demande de subvention et à leur carrière. Elle fut discrètement retirée d'un projet de recherche internationale majeur, sous un prétexte fallacieux. L'isolement était total, un froid bien plus mordant que celui de l'Arctique. Elle comprenait maintenant que Delaroche ne cherchait pas seulement à se défendre, mais à la briser, à l'anéantir professionnellement, pour que sa parole n'ait plus aucune crédibilité. Frustré par l'obstruction politique, l'inspecteur Johansen décida d'ouvrir un nouveau front, un front que Delaroche n'avait peut-être pas anticipé, la piste financière. Il se dit qu'une ambition aussi dévorante ne pouvait être motivée uniquement par la gloire académique. Avec l'aide d'un expert en criminalité financière, il commença à éplucher les archives économiques des années qui suivirent la publication du Code des glaces.
Ils examinèrent les subventions de recherche, les contrats de consultation avec des entreprises énergétiques, et surtout, les brevets d'invention. Johansen partait d'un postulat simple. Le vol de la recherche N était que le début. Le véritable objectif était de la monétiser. Il cherchait la preuve que la trahison décrite dans le journal D, Étienne N, était pas seulement une affaire d'ego, mais aussi une affaire de gros sous, un mobile bien plus tangible, et bien moins noble, que la simple quête de prestige. La percée arriva plus vite que prévu. L'expert financier découvrit un brevet d'invention déposé par Olivier Delaroche en janvier 1991, à peine 1 an et demi après la mort d'Étienne. Ce brevet ne portait pas sur une théorie abstraite, mais sur une application technologique très concrète, découlant directement du code des glaces, un algorithme prédictif pour l'exploration de gisements de gaz naturel en milieu polaire. Les redevances de ce brevet, vendues à un consortium de compagnies pétrolières, avaient rapporté à Delaroche plusieurs millions de francs au cours des années 90, jetant les bases de sa fortune personnelle. Or, dans son journal, Étienne mentionnait à plusieurs reprises son opposition farouche à l'utilisation de leurs découvertes à des fins d'exploitation des énergies fossiles. Le mobile S élargissait. Olivier n'avait pas seulement volé la gloire de son mentor, il avait trahi son éthique pour un profit colossal. Alors que l'enquête financière progressait, Chloé reçut un courriel crypté d'un expéditeur anonyme. Le message était court. J. était à Polaris en 1989. J. était technicien. Je sais que vous cherchez la vérité. Delaroche a menti sur beaucoup de choses. Soyez prudente. Le cœur de Chloé se mit à battre la chamade. Était la première fois que quelqu'un d'autre que Hélène Moreau brisait le silence de 30 ans. Ce technicien anonyme, dont elle ignorait tout, représentait un nouvel espoir, mais aussi un immense danger. S'il avait peur au point de la contacter anonymement, c'est qu'il avait des raisons de croire qu'Olivier Delaroche était capable de le réduire au silence. Elle répondit avec la même prudence, proposant un canal de communication sécurisé, sachant que chaque mot échangé pouvait être la clé pour faire tomber l'assassin de son père, ou la mettre elle-même en péril. Après plusieurs jours d'échanges prudents, l'ancien technicien, un homme nommé Luc, accepta de parler plus en détail. Il lui révéla un fait qui n'avait jamais figuré dans aucun rapport. Juste après la disparition d'Étienne, lors de l'inventaire du matériel, un objet manquait à l'appel. Un marteau de géologue lourd, à tête carrée et pointe acérée, un outil standard mais redoutable. Luc se souvenait avoir signalé sa disparition à Olivier Delaroche, qui avait balayé sa remarque d'un revers de main, affirmant qu'il avait dû être emporté par le blizzard avec le reste. À l'époque, l'explication semblait plausible, mais avec la révélation du traumatisme crânien contondant, l'absence de ce marteau prenait une signification sinistre. Était l'arme du crime potentiel, un objet dense et lourd, capable d'infliger précisément le type de fracture découvert lors de l'autopsie. La convergence de ces nouvelles preuves, le mobile financier et l'arme potentielle, poussa les soutiens de Delaroche à durcir leur position. Le ministère de la Recherche français publia un communiqué de presse officiel. Tout en utilisant un langage diplomatique, le message était une ingérence flagrante dans l'enquête. Le communiqué exprimait sa pleine et entière confiance dans l'intégrité du professeur Olivier Delaroche, dont les contributions à la science sont inestimables, et s'inquiétait de la persistance d'une enquête basée sur des éléments vieux de 30 ans, dont l'interprétation semble hautement spéculative. Était une manœuvre politique claire. Le système ne se contentait plus de protéger Delaroche passivement, il le défendait désormais activement, jetant le discrédit sur l'enquête norvégienne et sur Chloé. La conspiration du silence était devenue une déclaration de guerre institutionnelle. Pour Chloé et Johansen, la nature du conflit avait changé. Il ne s'agissait plus de résoudre un crime, mais de démanteler une conspiration qui étendait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir académique et politique français. La réputation d'Olivier Delaroche était devenue si intrinsèquement liée à celle de l'excellence scientifique française, que sa chute menaçait de ébranler tout tel édifice. Chaque personne qui avait validé ses recherches, chaque comité qui lui avait décerné un prix, chaque politicien qui avait utilisé ses rapports pour façonner des politiques climatiques, avait désormais intérêt à ce que la vérité reste enfouie. Ils comprirent que la dernière page du journal d'Étienne N était pas seulement l'accusation d'un homme, mais une bombe à retardement placée sous les fondations d'un système entier bâti sur un mensonge originel. Finalement, Luc, le technicien, accepta un appel vidéo sécurisé, son visage apparaissant sur l'écran de l'ordinateur portable de Chloé, marqué par des années de peur contenue.
Il expliqua qu'il avait quitté le monde de la recherche peu après l'expédition, dégoûté par l'atmosphère et par la manière dont Delaroche avait pris le contrôle total du récit de la tragédie. Il avait toujours eu des doutes, mais il était jeune, sans appui, et terrifié par l'assurance glaciale et l'influence naissante d'Olivier. Il avait gardé le silence pendant 30 ans, mais la nouvelle de la découverte du corps l'avait rongé, et il ne pouvait plus vivre avec ce fardeau. Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Il était prêt à témoigner officiellement de ce qu'il savait, notamment de la disparition du marteau de géologue. Alors que l'appel touchait à sa fin, Luc hésita un instant, puis ajouta un dernier détail, une bombe, qui fit l'effet d'un électrochoc. « Il y a autre chose, » dit-il à voix basse. « La nuit de la grande dispute, celle que Hélène a entendue, je n'ai pas tout dit à l'époque. Après que les cris se soient tus, j'ai vu Olivier sortir du laboratoire. Il ne semblait pas se diriger vers sa couchette. Il est allé directement au local de stockage du matériel, là où étaient rangés les outils, comme le marteau. » Cette révélation changeait tout. Ce N était plus un crime d'opportunité commis dans le feu de l'action durant le blizzard. C était un acte prémédité. L'image d'Olivier se dirigeant vers le local à outils dans la nuit polaire, après avoir menacé Étienne, était la preuve glaçante d'une intention de tuer. La commission rogatoire internationale s'enlisait dans un labyrinthe administratif, une manœuvre dilatoire orchestrée depuis Paris. Chloé et l'inspecteur Johansen comprirent qu'ils perdaient la guerre de l'opinion et du temps. Olivier Delaroche, protégé par son statut et ses relations, contrôlait le récit, se peignant en victime d'une cabale. Il fallait changer de stratégie, abandonner la prudence, et forcer une confrontation directe, publique, là où il se sentirait le plus intouchable. L'occasion parfaite se présenta sous la forme d'une invitation prestigieuse. Delaroche devait prononcer le discours d'ouverture de la Conférence internationale sur le climat à Paris, un événement célébrant justement 30 ans de progrès dans la recherche polaire, un domaine qu'il avait façonné à son image. C était un coup de poker, un assaut frontal sur le trône même du roi. Il n'aurait qu'une seule chance de briser son armure devant le monde entier, de transformer son plus grand triomphe en sa chute la plus spectaculaire. La grande salle de conférence de la Sorbonne était un temple dédié à la science et au pouvoir. Sous les fresques centenaires et les dorures du plafond, elle, élite mondiale de la climatologie et de la politique était rassemblée. Les lumières des projecteurs balayaient la scène, créant une atmosphère quasi sacrée. Un silence respectueux, à peine troublé par le murmure des traductions simultanées dans les casques audio, emplissait l'air. Dans cette mer de costumes sombres et de tailleurs élégants, Chloé Dubois était qu'une silhouette anonyme, assise au milieu de la salle. Ses mains, moites, serraient la réplique du carnet de son père, l'objet de cuir semblant brûler à travers son dossier. Chaque seconde d'attente était une torture, son cœur battant un rythme désordonné contre ses côtes. Elle observait Olivier Delaroche, saluant des ministres et des académiciens, baignant dans la lumière de sa propre gloire, ignorant qu'un fantôme de l'Arctique attendait son heure dans l'ombre. Avec une aisance charismatique, Olivier Delaroche monta sur scène, sous un tonnerre d'applaudissements. Il commença son discours par un hommage vibrant à son ami, mentor et frère d'armes disparu, le docteur Étienne Dubois. Sa voix, chaude et empreinte d'une fausse émotion, résonnait dans l'amphithéâtre. Il décrivit Étienne comme un génie visionnaire, mais aussi comme un homme consumé par sa passion, un héros tragique emporté par la fureur des éléments qu'il cherchait à comprendre. Il se peignit en humble successeur, celui qui avait eu la lourde tâche de porter seul le flambeau de leur rêve commun. L'audience était captivée, émue par ce récit magnifiquement orchestré. Assise dans son fauteuil, Chloé sentit une bile amère lui monter à la gorge. Chaque mot était un mensonge, chaque hommage une profanation, une couche de vernis supplémentaire, sur un crime vieux de 30 ans. L'hypocrisie était si parfaite qu'elle en devenait suffocante. La séance de questions-réponses commença. Ce fut le signal. Chloé se leva, le cœur au bord des lèvres. Une hôtesse s'approcha avec un micro. Le faisceau d'un projecteur la trouva, l'isolant dans l'obscurité de la salle. Le silence se fit tandis que tous les regards convergeaient vers elle. Sa voix, étonnamment claire et stable, traversa l'atmosphère feutrée. « Je suis Chloé Dubois, la fille du docteur Étienne Dubois. » Un frisson parcourut l'assemblée. Sur scène, projeté en gros plan sur les écrans géants, le visage d'Olivier Delaroche se figea. Son sourire professionnel se brisa, remplacé par un masque de stupeur glaciale. Il ne s'attendait pas à ça. Pas ici. Pas maintenant. Le prédateur, si sûr de lui dans son propre sanctuaire,
venait de réaliser qu'un piège venait de se refermer sur lui. La tension devint palpable, électrique, coupant le souffle de centaines de spectateurs. « Professeur de la Roche », continua Chloé, son calme contrastant avec la violence de ses propos, « le corps de mon père a été retrouvé cet été, comme vous le savez. Le rapport d'autopsie officiel des autorités norvégiennes est formel. La cause de la mort n'est pas seulement l'hypothermie. Les médecins légistes ont découvert un traumatisme crânien contondant à l'arrière du crâne. Une fracture en étoile qui, je cite, est « incompatible avec une chute accidentelle dans la neige ou contre la glace ». Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans le silence. Puis elle le regarda droit dans les yeux, son regard un laser transperçant l'arrogance. « Puisque vous étiez la dernière personne à l'avoir vu vivant, pouvez-vous offrir à cette assemblée une explication pour cette blessure qui a transformé un accident en un possible homicide ?» Pris au dépourvu, Olivier tenta de reprendre le contrôle, son cerveau de manipulateur tournant à plein régime. Il adopta un ton condescendant et paternaliste, feignant une profonde compassion. « Mademoiselle Dubois, je comprends votre douleur, une douleur qui dure depuis 30 ans et qui, visiblement, altère votre jugement. Il est regrettable que certains exploitent votre chagrin à des fins sensationnalistes. » Il se tourna vers l'audience. « Un blizzard arctique est un chaos absolu, une tornade de glace et de roches. Des projections, des chocs, tout est possible dans un tel déchaînement. » Il essayait de la discréditer, de la faire passer pour une hystérique, une fille éplorée, incapable de faire face à la dure réalité d'un accident. Mais sa voix manquait d'assurance, et dans les yeux de l'audience, le respect commençait à se fissurer, remplacé par une curiosité malsaine. La première brèche était ouverte. Chloé ne se laissa pas démonter. Elle sortit le carnet de son dossier et le brandit. « Mon père n'a pas été seulement une victime, il a laissé un témoin. » Ce carnet, retrouvé à ses côtés, conservé par la glace. Les caméras des journalistes présents zoomèrent sur l'objet. La technologie nous a permis de restaurer la dernière page, la dernière phrase qu'il a écrite alors qu'il mourait de froid, après avoir été frappé. Sa voix éleva, chargée d'une émotion contenue. Chaque syllabe pesait. Elle lut lentement, distinctement. « De la Roche m'a abandonné. Il a pris les carottes de glace. Mes recherches, ma vie, trahison. » Le dernier mot, trahison, explosa dans le silence de la Sorbonne comme une grenade. Un murmure d'horreur ondula à travers la salle. Le récit venait de basculer de l'accident tragique au meurtre sordide, et l'accusation venait directement de la tombe. Désormais pâle, et transpirant sous les lumières de la scène, Olivier de la Roche balbutia, qualifiant le carnet de « document douteux, non authentifié, probablement altéré par 30 ans dans la glace ». C'est, était l'argument qu'elle attendait. D'un signe de tête, elle fit projeter sur elle, écran géant derrière lui le graphique qui scellerait son destin. 2 courbes sismiques y étaient affichées côte à côte. À gauche, expliqua Chloé d'une voix de scientifique, froide et précise, les données brutes extraites du journal de mon père. À droite, les données publiées dans votre article fondateur de 1991, celui qui a lancé votre carrière. Les 2 courbes étaient rigoureusement identiques. Cette signature sismique est unique, générée par un capteur que Étienne Dubois avait personnellement calibré. Un capteur dont l'enregistreur a été déclaré par vous-même, perdu à jamais, dans la tempête. La science ne ment pas, professeur. Comment avez-vous obtenu ces données? Le silence qui suivit fut assourdissant. L'argument était irréfutable, une preuve scientifique présentée devant un parterre de scientifiques. Alors que de la Roche cherchait une issue, une autre voix éleva. Une femme âgée, au visage digne, se leva dans les premiers rangs. « Je peux confirmer la tension qui régnait », déclara Hélène Moreau, sa voix tremblante, mais ferme. « Je suis la docteure Hélène Moreau, géologue de l'expédition Polaris. La nuit avant la tempête, j'ai entendu Olivier de la Roche hurler à Étienne, je cite, « Tu ne te mettras pas en travers de mon chemin, Étienne. » Personne ne le fera. Le lendemain, Étienne avait disparu. Le témoignage humain venait de donner une âme à la preuve scientifique. La trahison avait maintenant un mobile clair et une menace prémonitoire. Le filet se resserrait. Chaque maille étant un fait, un souvenir, une donnée. Le coup de grâce vint ensuite. Chloé reprit la parole, sa voix ne faiblissant pas. Après cette menace, un autre témoin, un technicien de la base, vous a vu vous diriger non pas vers votre couchette, mais vers le local de stockage du matériel. Le lendemain, après la disparition de mon père, ce même technicien a constaté qu'un objet manquait. Un marteau de géologue, lourd, à tête carrée.
Un outil parfaitement compatible avec la fracture découverte sur le crâne de mon père. Elle le fixa, son regard un mélange de glace et de feu. Un marteau que vous avez déclaré comme ayant été, probablement emporté par le vent. La question n'est plus seulement de savoir comment vous avez volé ces recherches, professeur. La question est, où est passé ce marteau? L'accusation était désormais complète, de la préméditation au mobile, en passant par l'arme du crime. C'en était trop. Le vernis de civilisation craqua. Le grand Olivier de la Roche, l'icône de la science, l'homme des États, s'effondra sous les yeux du monde. Son visage, projeté sur les écrans, se décomposa. La terreur pure, celle de l'animal piégé, remplaça l'arrogance. Il ouvrit la bouche, mais aucun son cohérent n'en sortit, seulement un bégaiement inintelligible. Sa posture s'affala, ses mains tremblaient. Il était plus un titan de la science, mais un meurtrier démasqué, un vieil homme dont l'empire de mensonges, bâti sur 30 ans, venait de écrouler en moins de 10 minutes. La chute était totale, publique et sans appel. Le silence de la salle fut finalement rompu par le crépitement frénétique des appareils photo, immortalisant l'instant de sa déchéance. La scène sombra dans un chaos indescriptible. Les journalistes, sentant l'histoire de la décennie, se ruèrent vers la scène, bousculant les cordons de sécurité. Des membres de l'organisation tentaient de calmer la situation, leurs appels au calme noyés dans le tumulte. Au milieu de cette frénésie, Olivier de la Roche restait figé, catatonique, une statue de cire fondant sous la chaleur des projecteurs. De son côté, Chloé ne bougeait pas, debout au milieu de l'allée, le carnet de son père pressé contre sa poitrine. Elle avait tenu sa promesse. Elle avait traversé 30 ans de silence et de glace, pour donner une voix à un mort. Le blizzard artificiel des flashs des photographes faisait rage. Mais cette fois, il n'ensevelissait pas la vérité. Il la révélait au grand jour dans toute sa brutalité. À travers la cohue, leurs regards se croisèrent une dernière fois. Dans les yeux de Chloé, il n'y avait ni haine, ni joie, ni triomphe. Seulement le vide immense d'une quête achevée, une tristesse profonde et la résolution froide d'une justice enfin accomplie. Elle avait sacrifié sa tranquillité, sa carrière, pour cet instant. Dans les yeux de la Roche, il n'y avait plus rien que la conscience abyssale de sa propre fin. Il était plus un homme, mais une ruine. Le point de non-retour était franchi. Pour lui, la longue nuit polaire ne faisait que commencer, une obscurité dont il ne sortirait jamais. La vérité, si longtemps gelée, avait finalement provoqué une avalanche qui emportait tout sur son passage. L'onde de choc de la confrontation à la Sorbonne fut instantanée et cataclysmique. Avant même que la sécurité n'escorte un Olivier de la Roche catatonique hors de la scène, la nouvelle explosait sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. Les images de son visage décomposé, juxtaposées à la preuve scientifique irréfutable présentée par Chloé, tournaient en boucle. Le scandale n'était plus une simple allégation, mais un fait public, disséqué en direct par des millions de personnes. Toute tentative de l'establishment pour étouffer l'affaire était désormais vaine. La pression médiatique et populaire devint si intense que le système judiciaire français, jusqu'alors si réticent, fut contraint d'agir avec une rapidité inédite. La commission rogatoire internationale, qui croupissait dans les limbes bureaucratiques, fut validée en moins de 48 heures. La forteresse d'impunité qu'Olivier de la Roche avait mis 30 ans à bâtir venait de s'effondrer sous le poids d'une vérité rendue virale. Placé en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle, quai des Orfèvres, Olivier de la Roche tenta une dernière fois de jouer la carte de l'indignation et de l'influence. Mais face à lui, il ne trouva pas des subalternes intimidés, mais des enquêteurs chevronnés, armés du dossier norvégien complet, et des témoignages accablants d'Hélène Moreau et de Luc, le technicien. Confronté aux photographies de l'autopsie, à l'analyse spectrale de la dernière page du carnet, et, surtout, à la superposition des courbes sismiques qui signaient sa fraude, son arrogance se fissura. Les faits étaient têtus, froids, implacables. Il n'y avait plus de échappatoires, plus de récits alternatifs à construire. Isolé de ses puissants avocats et de ses soutiens politiques, l'homme derrière le mythe se retrouva nu. Le silence de la salle d'interrogatoire était plus rompu que par le tic-tac d'une horloge, chaque seconde le rapprochant de l'inévitable confession. Après 36 heures d'interrogatoire, il s'effondra. La confession ne fut pas un torrent de remords, mais le récit glacial et égocentrique d'une ambition frustrée. Il raconta la dispute finale, la rage qu'il avait envahie en entendant Étienne menacer de retarder la publication qui devait être son triomphe. Il admit
être emparé du marteau de géologue dans le local à matériel, non pas avec l'intention préméditée de tuer, affirma-t-il, mais dans un accès de fureur pour l'intimider. Dehors, dans le blizzard naissant, la discussion était envenimée. Un geste, une bousculade, et le coup était parti. Voyant Étienne à terre, inconscient, il avait paniqué. Mais la panique laissa vite place à un calcul froid. Il pouvait le sauver, ou il pouvait s'emparer de l'enregistreur de données et de 30 ans de gloire. Il choisit la gloire, abandonnant son collègue au froid mortel. Un acte qui scella son destin et sa fortune. Le procès d'Olivier de la Roche-Futeux, événement médiatique de l'année, un drame shakespearien se jouant dans l'enceinte solennelle de la cour d'assises de Paris. Le carnet de cuir d'Étienne, présenté sous scellé comme pièce à conviction numéro 1, devint le symbole de cette justice posthume. Chloé, calme et digne à la barre, déroula la chronologie de sa découverte avec une précision scientifique qui ne laissait aucune place au doute. Les témoignages d'Hélène Moreau et de Luc, livrés sans haine mais avec le poids de 30 ans de silence, achevèrent de peindre le portrait d'un homme consumé par la jalousie et l'ambition. La défense, réduite à plaider l'homicide involontaire, fut balayée par l'accusation de préméditation, symbolisée par le détour vers le local à outils après la dispute. Le mensonge, si longtemps entretenu, ne résistait plus à la lumière crue de la salle d'audience. Le verdict tomba, lourd et sans appel. Olivier de la Roche fut reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes, notamment la préméditation et le mobile crapuleux du vol de propriété intellectuelle. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Il accueillit la sentence sans aucune réaction visible, le visage vide, comme si l'homme qu'il avait été, avait déjà cessé d'exister. Il était plus le titan de la science que le monde avait adulé, mais simplement un vieil homme brisé, confronté à l'abîme de sa propre trahison, et au vide des décennies de mensonges qui venaient de s'effondrer. La justice des hommes, bien que tardive, était enfin alignée sur la vérité que la glace avait si patiemment conservée, offrant une conclusion définitive à la question qui avait hanté Chloé toute sa vie. La chute judiciaire fut suivie d'une annihilation sociale et académique complète. L'Académie des sciences, dans une procédure d'une rare sévérité, vota son exclusion à l'unanimité. Un décret présidentiel lui retira sa Légion d'honneur, l'insigne étant symboliquement arraché de son dossier. Les universités révoquèrent ses titres de docteur honoris causa, et les comités éditoriaux des plus grandes revues scientifiques publièrent des rétractations officielles de ses articles fondateurs, précisant que les données originales avaient été obtenues de manière frauduleuse et dans un contexte criminel. Son nom, autrefois synonyme de génie et de prestige, devint une marque d'infamie, un cas d'école sur la fraude scientifique et la corruption morale. Le système qu'il avait si longtemps protégé, se retourna contre lui, avec la même férocité pour purger sa propre image, effaçant méthodiquement toute trace de son héritage toxique. La conséquence la plus importante pour Chloé fut la réhabilitation de son père. L'Académie des sciences organisa une cérémonie solennelle, non pas pour exclure de la Roche, mais pour honorer la mémoire et œuvre du docteur Étienne Dubois. Devant une assemblée émue, le président de l'Académie lut des extraits du journal d'Étienne, non pas les passages accusateurs, mais ceux qui révélaient sa passion pour la science, son intégrité et son inquiétude visionnaire pour l'avenir de la planète. Étude le Code des glaces, fut officiellement et posthumément attribuée à son véritable et unique auteur. Était la reconnaissance ultime, la victoire de la vérité sur le mensonge, de l'intégrité sur l'ambition. Pour le monde, Étienne Dubois était plus le héros tragique d'un accident, mais un martyr de la science, dont la voix avait finalement triomphé du silence et de la mort. Chloé assista à la cérémonie depuis le premier rang, tenant dans ses mains le véritable carnet de son père, qui lui avait été restitué par la justice norvégienne. En entendant les hommages, elle ne ressentit pas de triomphe mais un profond sentiment de paix, une clôture douloureuse mais nécessaire. La blessure qui avait défini une grande partie de sa vie commençait enfin à cicatriser. La quête de justice avait été un marathon épuisant qui l'avait isolé et mis en danger, mais le résultat dépassait ses espérances. Il ne s'agissait pas seulement de faire condamner un meurtrier, il s'agissait de rendre à son père sa place dans l'histoire, de s'assurer que son héritage ne soit pas une note de bas de page dans la biographie d'un imposteur, mais le chapitre principal de sa propre épopée scientifique. Quelques mois plus tard, Chloé retourna au Svalbard. Pas à Longyearbyen, la ville des hommes, mais plus loin, face au glacier qui avait été à la fois le tombeau et le sanctuaire de son père.
Le paysage était d'une beauté austère et écrasante. Le soleil de minuit jetait une lumière éthérée sur la glace, ce même soleil qui avait éclairé les derniers jours d'Étienne. Hélène était plus là en tant qu'enquêtrice, ni même en tant que scientifique, mais simplement en tant que fille. Elle sortit de son sac un petit cube de glace qu'elle avait prélevé dans son propre laboratoire, un morceau du Pléistocène, comme celui que son père lui avait promis. Elle le déposa doucement sur le front du glacier, un geste symbolique de retour, un adieu silencieux qu'elle n'avait jamais pu faire, 30 ans plus tôt, sur un quai de départ. L'inspecteur Sven Johansen, pour sa part, vit sa carrière prendre un nouvel essor. La résolution de l'affaire Dubois devint à Cadet, école, saluée internationalement comme un exemple de ténacité policière et de collaboration scientifique. Il reçut des distinctions en Norvège et en France, mais pour lui, la plus grande satisfaction restait la lettre de remerciement personnel que Chloé lui avait écrite. Quant à Hélène Moreau et Luc, le technicien, leur témoignage public les libéra d'un fardeau qu'ils avaient porté en silence pendant des décennies. Ils retrouvèrent une forme de paix, sachant qu'ils avaient finalement contribué à rendre justice à un homme qu'ils avaient respecté, et dont la disparition les avait hantés. Le cercle de la vérité, bien que long à se refermer, avait fini par inclure tous ceux qui avaient été touchés par le drame. La résolution de l'affaire laissait une trace indélébile dans le monde scientifique, provoquant un débat intense sur l'éthique, la pression à la publication et la vérification des données. Le cas de La Roche força de nombreuses institutions à revoir leurs protocoles, rendant la fraude plus difficile et la collaboration plus transparente. L'héritage d'Étienne Dubois ne fut donc pas seulement scientifique, mais aussi moral. Sa mort tragique et la quête de vérité de sa fille devinrent un puissant rappel que l'intégrité est le fondement même de la démarche scientifique. Un principe non négociable. Ainsi, l'homme qui avait été trahi pour ses découvertes devint, à titre posthume, le gardien de l'éthique pour les générations futures de chercheurs, une ironie poétique qui donnait un sens plus profond à son sacrifice. Pour Chloé, la vie reprit son cours, mais elle était plus la même. Le poids de l'incertitude, qui avait pesé sur ses épaules, avait disparu, remplacé par une force tranquille. Elle continua son travail de glaciologue avec une passion renouvelée, mais son regard sur la glace avait changé. Elle n'y voyait plus seulement des archives climatiques, mais aussi un témoin silencieux de l'histoire humaine, capable de conserver les secrets les plus sombres, comme les vérités les plus pures. Elle avait appris que la nature, dans sa lente et inexorable transformation, finit toujours par rendre son verdict. Le réchauffement climatique, la grande tragédie de notre époque, avait été dans son cas personnel, l'instrument paradoxal de la justice. La glace avait parlé, et elle avait enfin pu écouter et comprendre son message. Elle pouvait enfin faire son deuil. Non pas le deuil d'une légende, d'un héros disparu dans un blizzard, mais le deuil de son père, Étienne Dubois, l'homme passionné, rigoureux, qui écrivait à sa fille de 10 ans, pour lui parler des aurores boréales. En restaurant sa vérité, elle avait retrouvé son humanité. Le carnet de cuir, désormais conservé dans une vitrine de son bureau, Veigny, était plus une pièce à conviction, mais un album de famille, le dernier lien tangible avec l'homme qu'il avait été. La longue nuit polaire de son chagrin était terminée. Une nouvelle aube se levait, plus claire et plus sereine, éclairée par la lumière d'une vérité enfin exhumée des glaces éternelles, lui permettant de regarder vers l'avenir, non plus pour résoudre le passé, mais pour construire le sien. Le carnet de cuir repose désormais sur le bureau de Chloé, non plus comme une pièce à conviction, mais comme une relique. Ces pages, autrefois scellées par le gel, sont maintenant fragiles, marquées par le temps et la vérité qu'elles ont libérée. Cet objet, qui a survécu à 30 ans de nuit polaire, est devenu le testament silencieux d'un homme dont l'intégrité était aussi solide que la glace, qu'il a finalement trahi puis sauvé. Il n'est plus le symbole d'une tragédie, mais celui d'une promesse tenue, la preuve tangible que certaines voix, même réduites au silence par la violence, refusent de disparaître. Pour Chloé, le toucher, sentir l'odeur du vieux cuir et du papier, c'est maintenir un dialogue avec le père qu'on lui a rendu, non pas vivant, mais éternel dans la justesse de son combat. La victoire, cependant, n'a pas le goût sucré du triomphe. Pour Chloé, le chemin vers la vérité fut une épreuve solitaire et brutale. Un voyage au cœur des ténèbres humaines, qui l'a changée à jamais. Elle a dû affronter le scepticisme, l'isolement professionnel, et la cruauté d'une campagne de dénigrement orchestrée pour la briser. Révéler la vérité sur son père a eu un coût, celui de sa propre quiétude, de son innocence perdue face à la capacité de l'homme à mentir, à tuer et à se draper dans les habits de la respectabilité pendant des décennies. La paix qu'elle ressent n'est pas celle de la joie, mais celle, plus profonde et plus grave,
d'un devoir accompli, d'une dette payée à la mémoire d'un homme juste, une paix gagnée au prix de ses propres illusions sur le monde. Dans le silence de sa cellule, loin des applaudissements et des honneurs, Olivier de la Roche n'est plus qu'une carapace vide. Dépouillé de sa gloire usurpée, de ses titres et de sa fortune, il n'est plus confronté qu'à une seule chose. Le vide de sa propre existence, bâti sur le mensonge et le sang. Sa véritable prison n'est pas faite de murs de béton, mais des 30 années, où chaque accolade, chaque prix, chaque parole publique, était une performance, un effort constant, pour maintenir une imposture. Il n'a pas seulement été condamné par la justice des hommes, il a été condamné par le temps lui-même, qui a retourné contre lui la science qu'il avait volée. Il finira ses jours non pas comme un titan déchu, mais comme ce qu'il a toujours été, une ombre jalouse, à jamais prisonnière du souvenir de la lumière qu'il a tenté d'éteindre. L'histoire d'Étienne Dubois est devenue une parabole moderne sur la nature même de la vérité. L'ironie la plus poétique et la plus terrible est que l'agent de cette révélation fut le phénomène même qu'il cherchait à comprendre. Le réchauffement climatique. La fonte accélérée des glaces, cette catastrophe planétaire qui menace notre avenir, a agi ici comme une force de justice immanente, un correcteur de l'histoire humaine. La planète, pour laquelle Étienne avait sacrifié sa vie, a semblé lui rendre la pareille, en refusant de garder plus longtemps le secret de son meurtre. Comme si la Terre elle-même, dans sa souffrance, ne pouvait plus supporter le poids d'un mensonge, exhumant un corps pour nous rappeler que rien, ni les crimes ni les vérités, ne reste éternellement enfoui sous la glace. L'affaire de la Roche a envoyé une onde de choc à travers la communauté scientifique mondiale, forçant une introspection douloureuse sur la pression à la publication, la rivalité toxique et les mécanismes de validation de la recherche. Son nom est devenu synonyme de la plus grande fraude éthique de l'histoire de la climatologie. En conséquence, de nouveaux protocoles de vérification des données et des comités d'éthique plus stricts ont été mis en place dans de nombreuses institutions. L'héritage involontaire du crime d'Olivier fut de renforcer les garde-fous contre les ambitions dévorantes. Ainsi, la mort d'Étienne Dubois, un homme qui plaçait l'intégrité au-dessus de tout, a paradoxalement servi à purifier la science qu'il aimait, faisant de son sacrifice un rempart posthume contre ceux qui voudraient trahir la vérité pour la gloire. La chute d'un homme avait révélé les failles de tout un système, et cela était que le début de quelque chose de bien plus grand. Cette histoire vous a-t-elle touché ? Pensez-vous que la vérité finit toujours par triompher, même après des décennies de silence? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Votre soutien nous permet de continuer à mettre en lumière ces récits extraordinaires, où la justice et la mémoire luttent contre l'oubli. De quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous? Nous sommes curieux de savoir jusqu'où la voix d'Étienne Dubois a porté. 1 an après le verdict, Chloé est retournée au Svalbard, seule. Elle a marché pendant des heures sur la toundra à faire face au front du glacier, ce mur de glace bleu et blanc, majestueux et indifférent. Ce était plus une scène de crime, mais un monument naturel à la mémoire de son père. Le silence était plus celui de l'absence, mais celui de la plénitude. Elle n'avait rien apporté, si ce n'est elle-même. Elle est restée là, laissant le vent glacial fouetter son visage, regardant ce géant qui avait été à la fois le gardien et le libérateur de la vérité. Pour la première fois depuis 30 ans, elle ne ressentait plus le besoin de chercher des réponses. Le paysage ne lui parlait plus de mort, mais de permanence, de cycle, et d'une paix finalement trouvée. L'héritage d'Étienne Dubois fut finalement bien plus qu'une simple équation climatique, ou une théorie révolutionnaire. Son véritable héritage, c'est la preuve qu'une seule voix juste, même si elle est écrite avec une encre gelée sur la dernière page d'un carnet, peut être plus puissante qu'un empire bâti sur le mensonge. Il a démontré que la science, dans son essence la plus pure, est une quête de vérité, et que cette quête peut parfois exiger le sacrifice ultime. Son nom n'est plus associé à une disparition tragique, mais à une résistance posthume, un rappel que l'intégrité est la seule chose qui survive réellement à cette épreuve du temps, bien après que les carrières et les réputations se soient effondrées en poussière. La glace ne ment jamais. Elle est l'archive la plus ancienne et la plus honnête de notre monde, enregistrant chaque changement, chaque particule, chaque secret, avec une précision implacable. Elle avait conservé le crime d'Olivier de la Roche et la dernière parole d'Étienne Dubois, avec la même impartialité. En se retirant, elle n'a fait que lire à voix haute une page de son immense histoire. La justice a été rendue pour un homme, mais le glacier continue de fondre, révélant des terres,
des fossiles et des histoires que l'on croyait à jamais perdues. Le journal d'Étienne a été retrouvé. Combien d'autres vérités, humaines ou planétaires, attendent simplement leur heure, prisonnières du permafrost, prêtes à refaire surface pour changer notre perception du passé et, peut-être, notre vision de l'avenir?